Mesdames et messieurs, un des ministres des Finances et un des premiers ministres les plus influents du Québec, je vous demanderai d'accueillir M. Jacques Parizeau. Quelle belle salle! C'est vrai, j'étais au premier congrès du Parti québécois en 69. Je n'ai pas fait d'assemblée politique depuis quelques années. Et là, je me retrouve devant un autre congrès fondateur. Merci de votre invitation. J'allais dire, en un certain sens, ça me rajeunit. Merci à M. Hossan de m'avoir invité. J'ai pour lui, pour son courage, pour ses convictions, beaucoup d'admiration. Et je lui souhaite la meilleure des chances. Je lui souhaite d'avancer longtemps, aussi rapidement qu'il l'a fait depuis quelque temps. Ce que vous avez réussi à faire, lui et vous tous, en 1 an et demi, est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, mon message, il est en quelque sorte pontifical. C'est celui de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos rêves. N'ayez pas peur des obstacles qu'on va mettre dans votre chemin. C'est l'essentiel de ce que je vais vous dire. Petite parenthèse, comment est-ce que je me situe par rapport au Parti québécois? Puisqu'ici, je suis dans un tout autre décor. J'en suis membre depuis donc 32-33 ans. J'étais le chef de ce parti-là pendant 8 ans. Je suis membre à vie. Et comme ils me connaissent bien, ma carte de membre à vie, ils l'ont collée sur un morceau de bois. Si bien que je ne peux pas la déchirer. Alors, je reste au Parti québécois. C'est attaché par toutes les fibres de mon corps. C'est pas parce que des fois je suis assez critique de certaines des choses qui s'y passent que je cesse d'être ce que j'ai été pendant aussi longtemps. Ça étant dit, je vais vous parler de 3 choses, précisément. Première chose, comment on sort de là? Et de là, je veux dire, le cadre canadien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pays du Québec? Puis troisièmement, je veux dire quelques mots de certains des obstacles
qu'on nous met dans les pattes depuis longtemps, et en particulier de l'un qui, à l'heure actuelle, a une importance, je pense, tout à fait essentielle. Comment on s'en sort? Je ne veux pas ici faire de commentaires sur votre programme. Il est à vous, ce programme-là. C'est à vous de le faire. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont importantes pour indiquer aux gens comment ça va se faire et comment on va procéder. On ne peut pas dire aux gens, on va vous faire un pays, on va tous se monter un pays ensemble, puis d'un autre côté, pour tel aspect, on verra. Telle chose, on verra. Comment ça va fonctionner, on ne sait pas. C'est d'abord du gros travail. Je vais vous en donner quelques exemples, mais la liste est très longue. Tenez. Si on devient pays indépendant, qu'est-ce qu'on va avoir comme frontière? Et je rejoins votre article 13 de tout à l'heure. C'est pas rien. C'est important d'aller au fond de cette affaire-là. Quelles sont les frontières du Québec? Et qui peut les changer? Vous savez, quand on trouve des gens dans le West Island, comme il y en a eu il y a quelques années, qui demandent le droit de sécession si le Québec devient pays indépendant, on ne peut pas, repousser ça du revers de la main. Il est vrai, sur le plan juridique, que ça n'est pas possible. Et ça a été confirmé à plusieurs reprises. Mais il y a d'autres domaines où on est complètement, à l'heure actuelle, dans les limbes. La frontière, notre part de la baie du Son, les droits sur la mer et sur les îles. Vous savez, le gouvernement fédéral, en 2006, a déjà partagé les eaux de la baie du Son entre le Nunavut, d'une part, et Makivik. Makivik, c'est une association de droit privé québécois qui représente les Inuits. Le gouvernement du Québec n'est pas signataire de cette entente et elle est considérée dans la loi fédérale comme un traité au sens de la Constitution. Personne n'en a parlé ici. Vous savez, il fut un temps où les études de tous ces problèmes étaient faites et fréquemment, et par les libéraux et par le Parti québécois. Bélanger-Campeau, 89, 80, puis ensuite la commission parlementaire sur la souveraineté en 91, 92, les études de l'IR en 95. Pendant des années, on a étudié ces questions-là. Maintenant, c'est le silence. Alors, si quelqu'un veut savoir comment ça va, on ne sait pas. Si on fusionne les administrations fédérales et de Québec, il va bien falloir faire ça si c'est un pays indépendant. Comment on procède, puis quel résultat ça donne? Jean-Martin Hossan, à l'époque où il y avait au Parti québécois un comité de députés qui examinait ces questions, a préparé un travail tout à fait remarquable sur l'impôt unique. Qu'est-ce qui se passe si on fait une seule déclaration d'impôt? Résultat, 500 millions d'économies. Mais on n'est pas au bout du compte. Parce que fusionner les 5 000 ou 6 000 fonctionnaires au ministère du Revenu, puis les quelques milliers de fonctionnaires du gouvernement fédéral qui travaillent sur les revenus du Québec, il y a tout un travail de préparation. Dans certains cas, ça va être simple, la fusion des administrations. Dans d'autres cas, ça va être compliqué. Puis dans tous les cas, ça représente des économies considérables.
Qu'est-ce qu'on fait quand on sera débarrassé de la Cour suprême? On devient indépendant. Il n'y a plus de Cour suprême du Canada. Il n'y a plus de garantie constitutionnelle pour les écoles anglaises. Tout ça est disparu. Quels sont les... Comment on définit alors notre système d'éducation? Est-ce qu'on revient à la loi 101 originale? Elle était dure, la loi 101 originale, pas mal plus que la loi 101 actuelle. La Cour suprême a abattu des pans entiers de ça. Mais nous, une fois qu'on est débarrassé là, des contraintes constitutionnelles actuelles, puis de la Cour suprême, où est-ce qu'on s'en va? À l'égard des anglophones, par exemple. Quel loi on le reconnaît? Oui, toutes ces choses-là, puis j'en passe, hein. De quoi va avoir l'air de budget d'un gouvernement indépendant quand on va ramasser ensemble tous les revenus et puis toutes les dépenses. Ça, cette question-là, je dois dire, elle est étudiée assez souvent. Même après 1995, on a eu les études Legault là-dessus. Ensuite, plus récemment, Gobeil. Le travail continue dans ce domaine-là. Mais dans presque tous les autres domaines, la réflexion s'est arrêtée. Ça, il va falloir s'y remettre. Singulièrement aussi à l'égard des relations internationales. Les relations internationales, c'est absolument déterminant pour la marche du Québec vers son indépendance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, un dénommé Jean Chrétien a décidé de demander à la Cour suprême un avis pour savoir si le gouvernement du Québec pouvait faire une déclaration unilatérale d'indépendance, comme le prévoyait le projet de loi sur l'avenir du Québec qui a été distribué à toutes les portes en 1995. La décision de la Cour suprême, je n'entre pas dans les détails, était assez claire. Si la question est claire, si le résultat est clair, le référendum, alors le gouvernement fédéral a l'obligation de négocier. Bon. Mettons que les négociations se poursuivent. Il faut quand même prévoir qu'est-ce qui arrive si les négociations ne fonctionnent pas, échouent ou ne mènent nulle part. Alors, disent les juges de la Cour suprême, c'est l'international, c'est la communauté internationale qui tranchera. C'est fondamental. Ils ne recommandent pas ça, les juges. Ils disent, c'est comme ça. Vous comprenez à quel point c'est important de maintenir des contacts avec l'étranger, de préparer la reconnaissance internationale du Québec. Ça prend des années, ça prend énormément de démarches. C'est centré, j'en parle dans les détails, mais c'est centré sur la France et les États-Unis, évidemment. Oui, tout ça, tout ce travail-là prend des années. Quand en 1995, comme en 1994, pendant la campagne électorale, j'ai pu dire, si vous m'élisez, je vais faire un référendum pour réaliser la souveraineté dans les 8 ou 10 mois qui suivront l'élection. Pourquoi j'ai pu faire ça? Parce que ça faisait 4 ans qu'on travaillait. Moi, ça m'énerve les débats sur quand est-ce qu'on va faire un référendum. Bon, on fait un référendum quand on est prêt. Et pour ça, il y a énormément de travail avant.
Évidemment, on commence dans l'opposition. C'est clair. C'est pas quand on va prendre le pouvoir qu'on se dit, ben, tiens, qu'est-ce qu'on va faire, non? Mais une fois qu'on est au pouvoir et qu'on s'est fait élire pour réaliser la souveraineté du Québec, bien là, vous comprenez, on se sert de l'appareil gouvernemental pour réaliser ses fins. Ça fait 15 ans que j'entends maintenant les chefs successifs du Parti québécois au pouvoir dire « Ah, on ne va pas utiliser les fonds publics pour promouvoir la souveraineté. » Ah, si vous ne voulez pas utiliser les fonds publics pour promouvoir la souveraineté, pourquoi êtes-vous là? Il faut avoir des idées claires sur ces choses-là. Si on se fait élire pour réaliser la souveraineté du Québec, on ne peut pas rester neutre par rapport à l'appareil gouvernemental. Il faut l'orienter en fonction des objectifs qu'on a. Évidemment, comme premier ministre, moi, j'en ai dépensé de l'argent. Et comment? Hein? Et comment? Moins que le fédéral, non? Mais ça... Bon, ça étant dit, passons à l'autre aspect. Qu'est-ce qu'on veut faire du Québec de demain? De notre Québec comme pays indépendant. Et ça, vous voyez, là encore, il ne faut pas avoir peur de ses rêves. Il faut pas se laisser influencer par cette tendance actuelle de dire avant toute chose combien ça coûte. On commence par définir ce qu'on veut faire. Quel genre de société on veut avoir? Qu'est-ce qu'on veut avoir sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique? Faire un dessin. Puis après ça, ben, on regarde ce dont on dispose comme moyen. Et il n'est pas obligatoire qu'on ait tout de suite, mais il faut savoir ce qu'on veut avoir comme société. Il faut avoir un objectif, des objectifs. Autrement, si on laisse les comptables gagner, comme ils gagnent depuis des années, bien, qu'est-ce que vous voulez? L'équilibre devient obnubile tout, cache tout. On ne veut plus rien faire. Évidemment, quand on cherche à dessiner une société, on n'est pas tous d'accord. Ça prend un certain nombre de valeurs communes, c'est entendu. Mais même à partir de ces valeurs communes, comment les réaliser? Ben oui, c'est pour ça que les partis politiques existent, pour refléter les différentes tendances. C'est pour ça, d'ailleurs, que jusqu'à l'indépendance du Québec, on va avoir des partis qui vont avoir des vues très, très différentes de l'avenir, singulièrement à cause de la question nationale. Entre fédéralistes et souverainistes, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'indépendance, on va avoir un débat. Mais ensuite, après ça, il va y avoir un bouleversement politique extraordinaire une fois que le Québec est devenu indépendant. En gros, là, pour simplifier les choses, il va y avoir ceux qui pensent que ça va un peu trop vite,
et puis on les appellera la droite. Puis il y a ceux qui trouvent que ça ne va pas assez vite, puis on les appellera la gauche. Puis il y en a ceux qui vont se faire, enfin, pour qui ça va comme c'est mené, puis on appellera ça le centre. Puis on sera devenu normal, enfin. Maintenant, sur ce cheminement-là, on sait. On nous met dans les jambes beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Et les obstacles qui sont importants parce qu'ils dégagent des impressions dans l'opinion publique. C'est très difficile, puis des impressions de peur. C'est par la peur qu'on empêche l'idée de souveraineté du Québec d'aboutir. On en est tous parfaitement conscients. Ça a commencé il y a 35 ans par les pensions de vieillesse. Ah, si le Québec devient indépendant, les pensions de vieillesse disparaissent. Il faut bien vous dire la frousse que ça a flanqué dans certains milieux. Quand les Québécois ont compris que les pensions de vieillesse, ils les payaient avec leur propre argent, ça s'est calmé. On en a eu. On en a eu tous les genres, la monnaie, hein, la pièce à l'évêque. Une monnaie d'un parti Québec, d'un Québec souverain allait s'effondrer. En fait, c'est le dollar canadien qui s'est effondré. Mais de toute façon, la question monétaire est réglée depuis longtemps. Si les Québécois veulent garder le dollar canadien, ils le gardent et personne ne peut les en empêcher. Alors, fin du débat monétaire. On est les plus taxés d'Amérique du Nord. Donc, on ne peut rien faire. On peut juste trouver les moyens peut-être de baisser les taxes éventuellement, mais bon. Là, dès qu'on commence à travailler un peu les chiffres, là, comme l'a fait Godbout dans son livre « Le Québec, paradis des enfants », on constate des choses. Ben oui, les choix de société du Québec qui ont été faits font que, ben, comme on se donne plus de services que les autres, c'est évident qu'on va être plus taxé dans l'ensemble. Mais, si on prend des familles avec enfants, que ce soit biparental ou monoparental, d'ailleurs, c'est pareil. Là, le Québec, le Québécois, les Québécoises qui ont des enfants sont moins taxés que dans toutes les provinces canadiennes. Alors, c'est sûr que dans l'ensemble, on va être plus taxé si on s'offre plus de services. Il n'y a rien là. Quant à savoir si on en a pour notre argent, ça, c'est un autre problème. Mais là, ce qui m'énerve de ce temps-ci, c'est la dette. Là, ça fait déjà plusieurs années que ça m'énerve. Mais quand j'ai entendu le président du Conseil du Trésor dire récemment que si on ne fait pas les coupures demandées, le Québec va devenir l'équivalent de la Grèce ou de l'Espagne, là, comme on disait autrefois quand on était jeune et pas très respectueux de la langue française, j'ai pété une fuse. Là, vous comprenez, si le Québec est endetté à ce point-là, s'il est sur le bord de la Grèce ou de l'Espagne, bien là, oubliez vos rêves. Il ne se passera rien. On est foutu. C'est ça l'impression qui commence à se répandre. C'est une énorme supercherie. À première vue, la situation est très, très difficile. Le Québec aurait une dette de 183 milliards cette année,
193 l'année prochaine. Ça monte comme une fusée. Si on tient compte de tout le secteur public, c'est-à-dire Hydro-Québec, les municipalités, etc., tout le secteur public, on est rendu à 246 milliards. Ajoutez à ça notre part dans la dette publique, dans la dette fédérale, hey, on dépasse largement 100% du produit intérieur brut, de la production nationale. Et ça, tout le monde sait que quand on passe ce seuil-là de 100%, un pays est dans le trou. Bon. On arrive à ces chiffres-là parce que le gouvernement du Québec est le seul gouvernement au Canada à utiliser la dette brute comme expression de sa dette. Il n'y en a pas d'autre. La dette brute, ce que ça veut dire, c'est que vous présentez le passif, mais pas l'actif. Les dettes, mais pas les propriétés que vous avez achetées avec. C'est à peu près comme si vous présentiez à la banque pour faire votre bilan personnel, puis vous montrez votre hypothèque, mais pas la valeur de la maison. C'est aussi bête que ça. Personne d'autre utilise la dette brute comme expression de sa dette. Et je n'ai pas besoin de vous dire que toutes les comparaisons qu'on fait avec les pays de l'OCDE, on n'utilise jamais la dette brute. C'est idiot pour un individu, mais c'est idiot aussi pour une banque, et c'est idiot pour un gouvernement. Si on utilise l'expression de la dette utilisée par le fédéral, l'Ontario, l'Alberta, c'est des bonnes références, non? La dette n'est pas à 183 milliards, elle est à 114. Hydro-Québec, il n'ajoute pas à la dette du secteur public. Au contraire, comme ses actifs dépassent d'une vingtaine de milliards ses obligations, son passif, il réduit la dette du secteur public. Ce qu'il y a de remarquable aussi, c'est qu'elle est stable, cette dette du Québec, cette vraie dette du Québec. Puis on est remarquablement, on a bien géré les affaires publiques du Québec. De 1998 à 2008, c'est-à-dire les 10 ans qui précèdent la récession qui a commencé, là. 2 années, on a le déficit zéro. 4 années, on a un surplus, un petit surplus. Et 4 années, on a un petit déficit. C'est pas mal du tout. C'est pas du tout la fusée dont on parlait tout à l'heure. Si on utilisait la même comptabilité que le fédéral, c'est à cette conclusion-là qu'on en vient. On a bien géré nos affaires. Et là, je prends les gouvernements de tous bords. Là. Ce qu'il y a peut-être de plus étonnant dans tout ça, c'est la récession qui vient de se passer les dernières 3 années, 4 années. On a fait du déficit. Forcément, les revenus tombent, puis on a des programmes de relance. Alors forcément, on va faire un déficit. Le plus haut déficit atteint représente 1% seulement du produit intérieur brut. Par rapport à ce qui s'est passé dans le reste du monde, des peanuts. Et on va continuer de s'énerver. Il faut des coupures. C'est... Pourquoi on a fait ça? Il faut se poser la question. Tous les adversaires ne sont pas nécessairement bêtes ou méchants. Hein? Pourquoi on a fait ça? Je pense que l'histoire commence avec les 2 premiers ministres des Finances de M. Charest.
Tous les deux vont utiliser la formule « Les huissiers sont à notre porte. On est sur le bord de la faillite. » Et évidemment, ce que ça voulait dire essentiellement, c'est que, comment dire, ça permet de justifier les coupures. Ça permet de justifier à peu près n'importe quelle mesure de contraction. Hein. Puis ils y ont cru. Et puis là, il est venu s'ajouter à ça des changements continuels dans les normes comptables. Vous n'avez pas idée le désordre que ces normes comptables, ces changements de normes comptables ont apporté dans les comptes publics du Québec. C'est devenu un fouillis, cette affaire-là. Il n'y a pas grand monde, ça prend des semaines de travail pour passer à travers ce qui est la Bible, c'est le plan budgétaire du gouvernement qui sort à chaque budget. Là. Ça a plusieurs centimètres d'épaisseur. Passer à travers ça est un cauchemar sur le plan des chiffres. On est rendu qu'on a 3 définitions différentes des dépenses totales du gouvernement. 3. Éloignées l'une de l'autre de 20 milliards de dollars. Moi, je suis, toujours pour l'ordre et les institutions. Je prends le chiffre établi à partir des conventions collectives, soit proposé, soit béni par le vérificateur général du Québec. Comme ça, je suis du côté des anges. Bon. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette tentative de convaincre le Québécois, comme on le fait depuis si longtemps, que c'est un pas bon qui est pris dans un étau qui ne pourra jamais s'en sortir. C'est pas vrai. Alors, vous voyez, ça me ramène à ma conclusion. Ayez pas peur. Ayez pas peur de rêver. Ayez pas peur de construire une société qui soit à l'image de vos ambitions. Le Québécois, il sait, à l'heure actuelle, depuis déjà quelques années, et a pris le monde à bras-le-corps. Il y a, chez les jeunes en particulier, une ambition extraordinaire à l'heure actuelle. Il y a des succès dans toute espèce de domaine. Le Québécois a pris sa place dans le monde, puis il l'a défini. Il faut souvent se dire que et se rappeler tout le bout de chemin qu'on a fait depuis quelques années. Et c'est pour ça qu'il faut aboutir sur cette question de l'indépendance du Québec. Il faut la faire. Il faut... et pour ça, vous êtes un peu, je vais prendre une autre image biblique, vous, l'option nationale, vous êtes en un certain sens le levain dans la pâte. Face à des gens souvent fatigués, souvent épeurés, souvent un peu désorientés aussi. Vous arrivez dans le portrait souverainiste avec de l'enthousiasme, de l'ambition, des idées claires, et si tant est
que votre enthousiasme se propage graduellement dans les milieux souverainistes. À partir de ce moment-là, une entente de tous les souverainistes deviendra possible. Et ça aura été votre œuvre. Je vous souhaite bonne chance. Bravo pour ce que vous avez accompli. Et bonne chance pour la suite des événements. Très bon discours, M. Parizeau. J'ai bien aimé. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Avec ça, il va faire M. Parizeau, qui est dans la décision.